Donc, je voudrais vous présenter qu'est-ce qu'il y a de neuf en imagerie des tumeurs cérébrales des enfants. Bien sûr, l'idée c'est parler de la multimodalité, mais on ne peut pas s'en passer de la imagerie morphologique, parce que bien sûr elle est essentielle pour l'interprétation de la multimodalité. Et nous avons quelques avances ces dernières années, notamment des séquences volumique en 3D, en spin echo, qu'on peut s'en servir avec des coupes fines, millimétriques, reconstruction multiplanaire. Et comme ça nous permet bien sûr de faire des mesures toujours dans le même plan strict et exact. Et bien sûr, il faut toujours parler des critères RANO qui sont apparus, ça fait quelques années déjà, mais qui prend en compte aussi le T2, le flair, ce que McDonald's n'était pas inclus. Donc ça, c'est un exemple d'une séquence de 3D T2. Une acquisition, c'est la même acquisition, juste la reconstruction en 3 plans. Bon, mais le but, c'est de parler de la multimodalité. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est la diffusion, c'est la perfusion de différents types, les spectroscopies, et même une imagerie moléculaire qui est encore en état de recherche avec des marqueurs moléculaires, en gros, des cibles moléculaires. On peut commencer par la perfusion, qui est un nom générique pour une série de techniques, dont une, c'est la perfusion T2, ou la DSC, c'est des contrastes dynamiques, c'est de la sensibilité en fait, où nous mesurons le volume sanguin, le flux, le temps de transit, comme des paramètres principaux. La perfusion T1, c'est le enrehaussement dynamique dans le temps. Normalement, ça nous permet de mesurer des perméabilités, volume extracellulaire, volume plasmatique, d'autres paramètres des lésions. Et nous avons une perfusion sans contraste. C'est le marquage des spins artériels, donc l'ASL. Et nous mesurons le flux sanguin. Et il y a plein de travail pour qu'on puisse aussi mesurer le temps de flux, mais ça, c'est pas encore en pratique clinique. Le difficile en perfusion, en règle générale, c'est parce que les méthodes de post-traitement ne sont pas standardisées. C'est-à-dire, il y a beaucoup de monde qui fait des choses différentes pour mesurer le volume vasculaire, les diamètres vasculaires, perméabilité, en regroupant bien sûr la totalité de techniques. Mais on va passer à un exemple que ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui. Et là, c'est une petite fille de 2 ans qui se présente à l'hôpital pour une hyparésie gauche depuis 15 jours. L'IRM montre une lésion qui est assez évidente. C'est une lésion solide kystique avec un fort rehaussement de sa portion charnue après l'injection de gadolinium. Et le diagnostic est plutôt simple, pas simple, mais l'hypothèse diagnostique plus forte, c'est l'astrocyte ampulocytique. Donc le problème, c'est le diagnostic, c'est comment on va interpréter la multimodalité de cette lésion. Donc déjà, on voit le rehaussement très importante. Cet rehaussement, ça veut dire une rupture de la barrière hématocéphalique. Donc nous avons une fuite de contraste et cette fuite de contraste, elle entraîne des conséquences et qu'il faut qu'elles soient corrigées avec des petites équations pour les mathématiciens. Et avec la fuite de contraste, la portion charnue ne présente pas de volume sanguin élevé. Sauf que ce n'est pas vrai, c'est une lésion très vascularisée en histologie, ou vascularisée en histologie. Et il faut la corriger avec l'équation de la diapo précédente. Et une fois que le logiciel nous présente le RCBV corrigé, nous voyons vraiment que la région que se rehausse a un RCBV relatif par rapport à la substance blanche bien supérieur à celui de le calcul tout simple non corrigé. Le logiciel nous permet par exemple de faire une segmentation semi-automatique de l'ensemble de la substance blanche. Comme ça, j'ai un valeur plutôt simple et plus reproductible pour calculer mon RCBV. Et bien sûr, il nous montre un paramètre K2, c'est le facteur de correction qui est dépendant de cette fuite et que peut représenter le degré de perméabilité de ces vaisseaux.
avec une petite équation en bas. Après, si je prends tous les pixels de cette lésion, calculés par le RCBV ou le RCBV corrigé, je vois que la plupart, presque la moitié de mes pixels ont des valeurs de CBV négatifs. Ça veut dire elles ont moins de vaisseaux que 0. C'est un peu impossible. Et une fois qu'on corrige, on va voir que la totalité de mes pixels, en effet, ont un volume sanguin cérébral. L'outil pour calculer tout ça, c'est bien sûr les ASFR, et qui nous permet un workflow assez simple. Là, je vais vous montrer un autre cas d'englaiement filtrant de tronc, où nous pouvons donc calculer la diffusion, la perfusion, et faire l'analyse et après lancer la comparaison. Donc là, c'est 3 points dans la suivi d'une patiente. Donc ça prend quelques secondes pour charger quelques milliers d'images et après pour le recaler dans l'espace. Et même si c'est très rapide, on est toujours un petit peu en attendant comme ça. Donc là, nous voyons très bien que le recalage est parfait. On voit la superposition de toutes ces structures. Après, dans le workflow, nous pouvons donc créer une petite région de référence pour nos calculs et surtout pour normaliser les données. Nous savons que les valeurs de IRM varient un tout petit peu, même si on s'en sert de la même machine et les mêmes protocoles. Donc, c'est intégré dans le système la possibilité de normaliser et créer les valeurs absolument, l'intervalle de valeurs reproductibles pour les 3 séquences. Après, nous pouvons mesurer une région d'intérêt et voir dans l'espace. Je ne sais pas si on arrive à voir bien la courbe en verte qui est le valeur de volume sanguin relatif qui augmente énormément dans ce deuxième temps de la suivi de patient. Ça, je vais passer à l'image sans film pour être simple. Donc, pour un englaiement filtrant de tronc, nous avons observé qu'une augmentation jusqu'après la radiothérapie de la prise de contraste et de valeurs de perfusion ne représente pas une progression de la lésion, mais plutôt une pseudo-progression. Et elle est associée plutôt à des réponses favorables et de survie plus longue chez les patients. Bon, pour perfusion, je m'arrête là et on commence avec la diffusion. La diffusion, il y a 2 techniques principales. La diffusion qu'on appelle des WI, c'est la diffusion standard, qu'on est habitué, que ça existe depuis plusieurs années et que montre l'image pondérée en perfusion, et bien sûr le tenseur de diffusion qu'on appelle DTI, qui permet de l'orientation des fibres. Par exemple, la diffusion, elle est très utilisée en tumeurs de la face postérieure parce que les 3 tumeurs plus prévalents, le méduloblastome, l'épendymome et l'astrocytome pilocytique, présentent normalement des diffusions différentes. Mais le problème, c'est bien sûr que ces lésions sont assez hétérogènes, comme nous pouvons voir 2 exemples ici. Et cette hétérogénéité, parfois, nous limite une fois qu'on met un ROI sur la lésion. La valeur moyenne, elle peut être faussée par rapport à la lésion à cause de cette hétérogénéité des lésions. Donc, on peut s'en servir des différentes techniques d'acquisition d'images ou des différentes techniques de post-traitement pour essayer de séparer les choses. Donc, une différente technique, c'est bien sûr l'IVIM, la diffusion à plusieurs valeurs dB. Et ça, en effet, représente, pour expliquer un tout petit peu qu'est-ce que c'est ça, pensons la diffusion classique avec 2 valeurs de B, B0, B1000. Et elle est calculée avec une équation mono-exponentielle à partir de ça, et qui représente bien sûr une ligne droite sur cette graphe. Et ça marche très bien, on s'en sert de ça depuis plusieurs années en imagerie cérébrale. Mais une fois que nous ajoutons plusieurs valeurs de B sur un intervalle assez long, le modèle mono-exponentiel n'est plus capable de décrire ou passer par tous les points de données acquises. Donc, on est obligé, on a des erreurs et on est obligé de passer d'autres modèles. Le modèle bi-exponentiel prend donc une composante rapide et une composante lente. Ça, il y a du travail au niveau du foie, au niveau de la tête. Au foie, plutôt, ce sont des valeurs de B très courtes
pour prendre le composant de perfusion de la diffusion. Au niveau des tumeurs, moi je travaille avec des tumeurs de valeurs de B bien plus élevées, de 1000-4000, et donc j'ai de façon approximative une composante rapide lors de la diffusion sont les composantes intra- et extracellulaires, inversées, extra- et intracellulaires dans ce cas. Et bien sûr, on peut aussi calculer un exponentiel stretched, que je ne sais pas, la traduction en français, elle n'existe pas, que c'est juste un continu, c'est l'équivalent de l'ADC classique mon exponentielle, jusqu'avec une équation mathématique plus correcte, qui est capable de donc d'écrire les données plus correctement, et que nous présente aussi une valeur de diffusion globale de la totalité des données. Là, par exemple, pour la patiente précédente, la première patiente de 2 ans, nous avons donc les cartographies de ADC avec 2 valeurs de B classiques, l'équation mono-exponentielle. L'équation mono-exponentielle à 4 valeurs de B, nous avons de petites difficultés d'intégrer tous les points, et le modèle est stretched et il intègre bien toute la totalité de données. Tous ces modèles ont été calculés avec les VIM de Holler. Et donc, si je prends la diffusion de tumeurs de la face postérieure, le méduloblastome, c'est bien plus hypercellarisé et il y a un ADC qui est bien inférieur à celui de l'épendymome, qui est inférieur toujours à celui de l'astrocytome pilocytique. Même si on passe à la calcul des histogrammes, ça veut dire on prend tous les pixels du volume lésionnel et on le plotte par rapport à la pourcentage par rapport à leur valeur, et on ajoute au fur et à mesure. Donc bien sûr à 0 il n'y a aucun pixel, et au fur et à mesure que nous avons de pixels, la courbe va monter. Donc nous avons bien sûr à 30-40% de l'histogramme, 30-40% de pixels sont de très basses valeurs pour les médulloblastomes, de valeurs intermédiaires pour l'épendymome, et de valeurs plus élevées pour l'astrocytome pilocytique, et qui nous permet une différenciation plus reproductible de ces 3 lésions. On peut bien sûr regarder l'histogramme séparément, jusqu'à combien de pixels il y en a par rapport au total dans différents spectres, et aussi nous pouvons utiliser donc la mode, ça veut dire le pic, le prévalent. Le problème, c'est que ça rend très proche les valeurs de astrocytome épendymome. Pour le tenseur de diffusion, l'avantage, c'est que c'est une unité vectorielle, donc il a une magnitude, une orientation, et on peut mesurer l'anésotropies. Et en effet, l'utilité la plus fréquente en pratique clinique, c'est le tracking de fibres. Donc là, c'est la même patiente, je l'ai passée par le module de DTI, et j'ai pris une totalité du fibre, comme ça on voit le recul de différentes fibres que la lésion entraîne. On regarde la capsule interne, et quand j'ai fait un tracking plus ciblé avec un INSEED, une graine pour suivre les faisceaux pyramidaux, et je regarde celui à droite, je vois qu'il est en interne, et ça, il a une utilité assez importante au niveau de l'approche chirurgicale. L'approche chirurgicale, le chirurgien veut bien savoir par où ne pas passer pour ne pas causer un déficit permanent chez l'enfant. Juste un petit suivi, cet enfant, 2 semaines plus tard, elle est rentrée chez elle après la chirurgie, et 2 mois plus tard, elle n'avait plus de déficit. Et les spectroscopiques, c'est un module que Léa est en train de développement et va être disponibilisé en 2015. C'est exactement ça, comme la plupart des articles de la littérature. On va prendre un spectrum, un profil spectroscopique d'une lésion, et calculer la quantification de ces profils pour voir la présence de différents éléments ou le ratio de différents éléments, et suivre les tumeurs. Et c'est tout. Merci.